Mes parents m'ont abandonné avec mes jumeaux nouveau-nés en pleine tempête parce que j'avais divorcé. Ils considéraient mon divorce comme une honte et ont décidé de me renier. Nous rentrions de l'hôpital en voiture quand ma mère a dit « Sors de la voiture, tout de suite ». J'ai supplié « S'il vous plaît, il pleut à verse. Les bébés n'ont que 3 jours. » Mon père m'a attrapé par les cheveux et m'a jeté hors de la voiture en marche sur la route. Ma mère a jeté mes bébés après moi, dans la boue. Les femmes divorcées ne méritent pas d'enfants. Quand j'ai hurlé à l'aide, ma sœur, qui conduisait, est revenue et m'a craché dessus, « Tu es une honte. » Ils sont partis, nous laissant là, dans la tempête. J'ai serré mes bébés en pleurs contre moi et j'ai marché pendant des heures sous la pluie jusqu'à ce qu'un inconnu nous trouve et nous mette en sécurité. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé, lorsque, des années plus tard, ils se sont présentés à ma porte, suppliant. La pluie avait commencé par un crachin lorsque nous avons quitté l'hôpital. Au moment où nous avons atteint l'autoroute, des trombes d'eau brouillaient tellement le pare-brise que ma sœur a dû ralentir. J'étais assise à l'arrière avec mes jumeaux de 3 jours, Emma et Lucas, bien attachés dans leur siège auto à côté de moi. Mon corps était endolori par l'accouchement, et chaque secousse de la route envoyait une vague de douleur dans mon abdomen encore en convalescence. Les bébés dormaient paisiblement malgré la tempête, leurs petits visages sereins et inconscients de tout. Ma mère était assise sur le siège passager, son silence lourd et délibéré. Elle ne m'avait pas adressé la parole depuis que j'avais signé les papiers du divorce 2 semaines auparavant, juste avant d'entrer en travail. Mon père était assis à côté de moi à l'arrière, aussi loin que possible, le visage tourné vers la fenêtre. Ma sœur, Vanessa, conduisait, la mâchoire serrée, les jointures blanches sur le volant. La tension dans cette voiture semblait pire que la tempête dehors. J'essayais de me concentrer sur mes bébés, sur le fait que malgré tout ce qui s'effondrait dans ma vie, je les avais. Ils étaient en bonne santé et magnifiques, et je ferais n'importe quoi pour les protéger. Mon mariage avec Kenneth avait été un cauchemar auquel j'avais enfin échappé. Mais ma famille voyait les choses différemment. Pour eux, le divorce était pire que l'endurance. Souffrir en silence était préférable à rompre des vœux sacrés. Maman, ai-je risqué doucement, pour tâter le terrain. Merci d'être venue nous chercher. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'apprécie. Arrête, sa voix a tranché l'air comme une lame. N'ose pas me remercier de nettoyer tes saletés. Ma sœur a ricané depuis le siège du conducteur. Vanessa avait toujours été l'enfant modèle, mariée à un avocat prospère, vivant dans une maison digne d'un magazine. Elle m'avait fait comprendre tout au long de ma grossesse qu'elle me considérait comme une source d'embarras pour la famille. Le divorce n'avait fait que confirmer ses convictions. Ce n'était pas des saletés, maman. Kenneth était violent. Vous le savez. Je vous ai montré les bleus, les rapports d'hôpital. Chaque mariage a ses difficultés, a interjeté mon père, la voix froide. Tu as simplement baissé les bras. Tu n'as pas assez essayé. J'ai senti les larmes me brûler les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Combien de fois avions-nous eu cette conversation? Combien de fois avais-je expliqué qu'essayer plus fort n'arrêterait pas les poings de Kenneth ou ses paroles cruelles? Mes parents ne l'avaient jamais accepté. Dans leur monde, les apparences comptaient plus que la vérité. La pluie s'est intensifiée, martelant le toit de la voiture. Emma a légèrement bougé, émettant un petit son qui m'a serré le cœur. J'ai tendu la main et touché doucement sa petite main, et elle s'est calmée. Lucas restait profondément endormi, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à ce rythme miraculeux qui m'émerveillait encore. « Où iras-tu après ça ?» a demandé Vanessa, d'un ton faussement conversationnel mais chargé de méchanceté. « Retourner dans ce horrible appartement que Kenneth t'a laissé ? Je trouverai une solution, ai-je dit doucement. Je le fais toujours. Tu as couvert de honte toute cette famille, a dit ma mère, la voix s'élevant. Tu comprends ça ? Tout le monde à l'église le sait. Tout le monde dans notre quartier le sait. Les partenaires d'affaires de ton père le savent. Ils savent tous que ma fille n'a pas su préserver son mariage. Ma fille, la lâcheuse, a ajouté amèrement mon père. Incapable de gérer quelques moments difficiles. Quelques moments difficiles. Il appelait des années de violence, quelques moments difficiles.
Je voulais crier, les secouer, leur faire comprendre. Mais j'avais appris depuis longtemps que certaines personnes sont déterminées à voir ce qu'elles veulent voir, peu importe l'épreuve. Au moins, Kenneth a eu la décence d'être humilié par tout ça, a dit Vanessa. Il a appelé papa la semaine dernière. Tu sais, pour s'excuser de ton comportement. Mon sang s'est glacé. Il a fait quoi? Il a appelé et s'est excusé de la tournure des événements, a confirmé mon père. Il a pris ses responsabilités comme un homme. Il a dit qu'il avait tout essayé pour faire fonctionner le mariage, mais que tu étais trop têtu, trop moderne, trop influencé par toutes ces idées féministes. Je n'en croyais pas mes oreilles. Kenneth les avait manipulés, avait joué la victime, et ils avaient tout gobé. L'homme qui m'avait cassé les côtes, qui m'avait enfermé dans une pièce pendant des heures, qui avait détruit mon téléphone pour que je ne puisse pas appeler à l'aide. Il le voyait comme la partie lésée. Arrête la voiture, a dit ma mère soudainement. Vanessa l'a regardé. Quoi? J'ai dit, arrête la voiture. La voix de ma mère était glaciale. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux pas rester assise ici à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je ne peux pas ramener cette honte dans ma maison. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Maman, de quoi tu parles? Sors, a-t-elle dit, se tournant pour me regarder pour la première fois depuis que nous avions quitté l'hôpital. Ses yeux étaient durs, vides de la chaleur dont je me souvenais de mon enfance. Sors de cette voiture, tout de suite. Tu es folle? Je l'ai regardé, incrédule. Il pleut à verse. Les bébés n'ont que 3 jours. Vanessa avait déjà commencé à se ranger sur le bas-côté. La voiture s'est immobilisée sur le bord de l'autoroute. La pluie tombait si fort que je pouvais à peine voir la route devant moi. Maman, s'il te plaît, ai-je supplié, la panique montant dans ma poitrine. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ce ne sont que des bébés. Ils n'ont rien fait de mal. C'est toi qui as fait ça, a dit mon père, la voix dénuée d'émotion. Tu as fait ton choix quand tu as divorcé de ton mari. Maintenant, vis avec les conséquences. Papa, s'il te plaît. Je suis ta fille. Ce sont tes petits-enfants. S'il te plaît, non. Il a soudainement attrapé mes cheveux, me tirant la tête en arrière avec une force brutale. Une douleur fulgurante a explosé sur mon cuir chevelu alors qu'il ouvrait la portière à côté de lui et me traînait vers elle. J'ai crié, essayant de m'agripper à quelque chose, n'importe quoi. Mais la voiture bougeait de nouveau. Vanessa était repartie sur l'autoroute et mon père me tirait hors d'un véhicule en mouvement. Papa, non. Les bébés. Il m'a poussé violemment et soudain, je tombais. J'ai heurté le trottoir mouillé avec une force écrasante, mon épaule encaissant le plus gros du choc. Le gravier a déchiré mes vêtements et écorché ma peau à vif. Je suis resté là un instant, abasourdi et le souffle coupé, la pluie me trempant jusqu'aux os. Puis j'ai entendu Emma pleurer. Le son a transpercé mon état de choc comme un éclair. Je me suis relevé en titubant, mon corps hurlant de protestation, juste à temps pour voir ma mère se pencher par la fenêtre de la voiture. Elle tenait le siège auto d'Emma dans ses mains. Non, ai-je hurlé, courant vers eux. N'osez pas faire ça. Le visage de ma mère était un masque de dégoût. Les femmes divorcées ne méritent pas d'enfants, a-t-elle crié par-dessus la tempête, et elle a lancé le siège auto. Tout s'est passé au ralenti. J'ai regardé le siège auto d'Emma décrire un arc dans les airs et atterrir dans le fossé boueux au bord de la route. Ses pleurs se sont intensifiés, des hurlements terrifiés qui me transperçaient l'âme. Avant que je puisse l'atteindre, j'ai vu le siège auto de Lucas suivre, atterrissant à côté de celui de sa sœur avec un bruit sourd et horrible. J'ai couru vers eux, mes pieds glissant sur le bitume mouillé, mon corps en feu de douleur. J'ai ramassé le siège d'Emma en premier, la vérifiant frénétiquement. Elle hurlait, mais semblait indemne, protégée par la conception du siège. Lucas s'était réveillé et s'était joint à elle, tous deux le visage rouge et terrifié. La voiture s'était de nouveau arrêtée. J'ai levé les yeux, un espoir stupide s'enflammant dans ma poitrine qu'ils aient retrouvé la raison. Vanessa est sortie du siège conducteur et s'est dirigée vers moi. Un instant, j'ai cru qu'elle allait m'aider.
C'était ma sœur, après tout. Nous avions grandi ensemble, partagé des secrets, nous étions disputés pour des jouets, des vêtements et des garçons. Elle s'est arrêtée devant moi, m'a regardée, agenouillée dans la boue avec mes bébés hurlants, et m'a craché directement au visage. Tu es une honte, a-t-elle sifflé. Ne nous contacte plus jamais. Elle est retournée à la voiture et est partie. J'ai regardé les feux arrière disparaître dans la tempête, agenouillée là, sur le bord de l'autoroute, avec mes jumeaux de 3 jours pleurant dans leurs sièges auto. La pluie tombait sur nous, se mélangeant à mes larmes, à la boue, à la dévastation absolue de ce qui venait de se passer. Je ne sais pas combien de temps je suis restée agenouillée là. Le temps semblait s'être arrêté. Mon esprit ne pouvait pas traiter ce qui s'était produit. Mes parents, les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, m'avaient jeté, moi et leurs petits-enfants, comme des ordures. Ma sœur était partie sans un regard en arrière. Emma et Lucas avaient besoin de moi. Leurs pleurs m'ont ramenée à la réalité. J'ai soigneusement ramassé les 2 sièges auto, ignorant la douleur brûlante dans mon épaule, et j'ai commencé à marcher. Je n'avais ni téléphone, ni argent, aucune idée de l'endroit où j'allais. La ville la plus proche était à des kilomètres, mais je ne pouvais pas rester sur l'autoroute. J'ai aperçu un panneau de station-service au loin et je me suis dirigée vers lui. Chaque pas semblait impossible. Mon corps voulait abandonner, s'enfoncer dans la boue et ne plus jamais bouger. Mais mes bébés avaient besoin d'un abri, de chaleur, de sécurité. Alors, j'ai continué à marcher. Je les ai serrés contre moi, essayant de les protéger de la pluie avec mon propre corps, murmurant des paroles rassurantes que je n'étais pas sûre de croire moi-même. Tout va bien se passer, leur ai-je répété encore et encore. Maman est là. Tout ira bien. La station-service semblait s'éloigner à chaque pas. Ma vision se brouillait à cause de la pluie, des larmes et de l'épuisement. Je venais d'accoucher il y a 3 jours. Mon corps n'avait pas guéri. Chaque mouvement tirait sur mes points de suture, envoyait de nouvelles vagues de douleur dans mon corps meurtri, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Si je m'arrêtais, nous pourrions ne pas survivre. Des phares sont apparus derrière moi. Je me suis retournée, essayant de faire signe à la voiture, mais elle est passée sans ralentir. Puis une autre voiture, et encore une autre. Personne ne s'est arrêté. Personne ne voulait aider une femme débraillée marchant le long de l'autoroute sous une tempête avec 2 bébés. Finalement, j'ai atteint la station-service. Les néons me semblaient trop vifs après l'obscurité de la tempête. Je suis entrée en titubant, l'eau dégoulinant de mes vêtements, mes bébés pleurant toujours. L'employé derrière le comptoir a levé les yeux, choqué. « S'il vous plaît » ai-je haleté. « S'il vous plaît, aidez-nous. Je dois appeler quelqu'un. J'ai besoin. » « Oh mon Dieu » a dit l'employé, une femme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants. Elle a immédiatement contourné le comptoir. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Est-ce que ces bébés vont bien ? Ils nous ont jetés dehors, ai-je sangloté, les mots se bousculant. Ma famille nous a jetés de la voiture. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas mon téléphone. Je n'ai rien. La femme, dont le badge indiquait Barbara, a immédiatement pris les choses en main. Elle a appelé la police, nous a donné des serviettes et m'a aidé à sortir Emma et Lucas de leurs sièges auto-trempés. Un autre client, un homme nommé Georges, m'a donné sa veste. Barbara m'a fait asseoir et a examiné les bébés avec des mains expertes. J'étais infirmière en obstétrique, a-t-elle expliqué. Ces petits ont l'air d'aller bien, juste effrayés et froids. Mais vous avez besoin de soins médicaux. Cette épaule a l'air mal en point. La police est arrivée en 20 minutes. J'ai fait ma déposition pendant que Barbara tenait mes bébés, leur murmurant des paroles douces. Les officiers semblaient de plus en plus troublés à mesure que j'expliquais ce qui s'était passé. L'un d'eux, l'agent Martinez, avait lui-même des enfants. Il n'arrêtait pas de secouer la tête, incrédule. « Madame, voulez-vous porter plainte » a-t-il demandé. J'ai hésité. Porteur plainte contre mes propres parents ? Contre ma sœur ? Mais ensuite, j'ai regardé Emma et Lucas, maintenant calmes dans les bras de Barbara, et quelque chose s'est durci en moi. Ce qu'ils avaient fait était une tentative de meurtre.
Ils avaient jeté des nourrissons de 3 jours dans un fossé pendant une tempête. Oui, ai-je dit fermement. Je veux porter plainte. Les heures suivantes se sont écoulées dans un brouillard. La police a pris des photos de mes blessures, a recueilli mes vêtements mouillés comme preuve et a appelé les services de protection de l'enfance pour vérifier l'état des jumeaux. Barbara est restée avec moi pendant tout ce temps, même si son service était terminé. Elle m'a finalement conduite à l'hôpital où les médecins ont examiné Emma et Lucas et ont déterminé qu'ils étaient miraculeusement indemnes. Moi, en revanche, j'avais une épaule démise, des points de suture déchirés de ma césarienne, de graves contusions et des signes de choc. Ils m'ont gardée en observation pour la nuit. Barbara a pris des dispositions pour qu'une assistante sociale vienne me voir le matin. C'est là que j'ai rencontré Gretchen Reynolds. Elle était spécialisée dans les cas de violence domestique, et Barbara avait demandé une faveur pour qu'elle me voie. Gretchen a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque détail. « Vous avez des motifs pour de multiples accusations », a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Agression, mise en danger d'enfant, mise en danger de la vie d'autrui, et potentiellement même tentative de meurtre, selon la vision du procureur. Mais plus important encore, pour l'instant, vous avez besoin d'un endroit sur où aller et de ressources pour vous remettre sur pied. Elle m'a aidé à demander une aide au logement d'urgence, des bons d'alimentation et d'autres prestations. Elle m'a mise en contact avec un avocat qui a accepté de prendre mon cas pro bono. Il s'appelait Vincent Marshall, et c'était un véritable pitbull en costume. En une semaine, il a porté plainte contre mes parents et Vanessa, a obtenu des ordonnances restrictives et a entamé la procédure pour obtenir des dommages et intérêts civils. L'affaire pénale avançait lentement, comme c'est souvent le cas. Ma famille a engagé des avocats coûteux et a tenté de déformer les faits. Ils ont affirmé que j'étais devenue instable après le divorce, que j'avais sauté de la voiture dans un épisode psychotique, qu'ils avaient essayé de m'aider. Mais les preuves racontaient une autre histoire. L'endroit où ils m'avaient laissé était à des kilomètres de la sortie la plus proche. Mes blessures correspondaient à une expulsion forcée d'un véhicule en mouvement. Et le plus accablant de tout, il y avait des témoins. Il s'est avéré que Georges, l'homme qui m'avait donné sa veste à la station-service, avait en fait tout vu. Il conduisait derrière la voiture de ma famille et avait été témoin de tout l'incident. Il s'est manifesté dès que la police l'a contacté, fournissant une déclaration qui corroborait chaque détail de mon récit. Les médias se sont emparés de l'histoire. Une famille abandonne une femme et ses jumeaux nouveau-nés dans la tempête, titraient les journaux. L'image soigneusement entretenue de mes parents s'est brisée du jour au lendemain. Les partenaires d'affaires de mon père ont pris leur distance. Les amis de l'église de ma mère ont cessé d'appeler. Le mari de Vanessa, embarrassé par la publicité, a demandé le divorce. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de leur chute. J'étais trop occupée à essayer de survivre. Barbara m'avait accueilli, moi et les jumeaux, chez elle temporairement, refusant d'entendre mes objections. Elle avait une chambre d'amis et un grand cœur, et elle a insisté pour que nous restions jusqu'à ce que je sois sur pied. J'ai perdu ma fille à cause de la violence domestique il y a 20 ans, m'a-t-elle raconté un soir, alors que nous donnions le biberon aux jumeaux ensemble. Son mari l'a assassinée quand elle a essayé de le quitter. Je n'ai pas pu la sauver, mais peut-être que je peux t'aider. J'ai pleuré dans les bras de Barbara cette nuit-là, pleurant la famille que j'avais perdue, la mère que je ne pourrais jamais sauver, l'amie et la fille de Barbara morte trop jeune. Mais j'ai aussi senti une détermination grandir en moi. Je survivrai à ça. Je construirai une vie pour mes enfants. Je deviendrai quelqu'un dont ils pourraient être fiers. Le logement d'urgence a été approuvé après 3 semaines. C'était un petit appartement de 2 chambres dans un quartier décent, subventionné par l'État jusqu'à ce que je puisse retourner travailler. Barbara m'a aidé à le meubler avec des dons de son église et des trouvailles d'occasion. Lentement, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'avais été graphiste avant que mon mariage avec Kenneth ne fasse dérailler ma carrière. Il m'avait isolé de mes contacts professionnels et m'avait convaincu de quitter mon emploi. Mais j'avais toujours mes compétences et mon portfolio. J'ai commencé à prendre des missions en freelance, travaillant pendant les siestes des jumeaux et après qu'ils se soient couchés le soir. C'était épuisant,
mais chaque dollar que je gagnais était une victoire. Vincent me tenait au courant des procédures judiciaires. Mes parents avaient plaidé non coupable à toutes les accusations. Vanessa avait fait de même. Ils faisaient face à des poursuites pénales et à un procès civil. Leurs avocats ont tenté à plusieurs reprises de négocier un arrangement, mais Vincent m'a conseillé de refuser. Ils doivent faire face à la justice, a-t-il dit. Ce qu'ils ont fait est répréhensible. Ne les laissez pas acheter leur sortie. Le procès a commencé 8 mois après cette nuit horrible. J'ai témoigné en premier, décrivant chaque détail au jury. Je leur ai montré des photos de mes blessures, les dossiers médicaux documentant l'état des jumeaux à notre arrivée à l'hôpital, et l'évaluation psychologique qui confirmait que je ne montrais aucun signe de l'instabilité que ma famille prétendait. Être assise à la barre des témoins était surréaliste. Je pouvais voir mes parents de l'autre côté de la salle d'audience, vêtus de leurs plus beaux habits, ressemblant à des membres respectables de la société. Ma mère portait des perles et une robe bleu marine conservatrice. Mon père portait un costume coûteux. Il ne ressemblait en rien aux personnes qui avaient jeté leurs petits-enfants dans un fossé boueux. La procureure, une femme brillante nommée Angela Winters, m'a guidée à travers mon témoignage avec patience et précision. Elle m'a demandé de décrire mon mariage avec Kenneth, et j'ai exposé des années de violence avec des détails cliniques. Chaque visite aux urgences. Chaque fois qu'il m'avait isolé de mes amis, la fois où il m'avait enfermé dans notre chambre pendant 2 jours sans nourriture parce que j'étais en désaccord avec lui sur une banalité. Et votre famille était au courant de ces violences, a demandé Angela. Je leur ai tout dit, ai-je confirmé. Je leur ai montré les bleus. Je leur ai donné des copies des rapports de police. Ma mère a vu les marques de doigts autour de mon cou quand Kenneth a essayé de m'étrangler pendant mon 7e mois de grossesse. Quelle a été sa réponse? Elle m'a dit que j'avais dû le provoquer. Elle a dit que le mariage exige des sacrifices et que je devais être plus soumise. L'avocat de ma mère a objecté, mais le juge a rejeté l'objection. Le jury avait l'air horrifié. Plusieurs jurés n'arrêtaient pas de jeter des regards dégoûtés à mes parents. Angela m'a ensuite fait revivre la nuit de l'abandon. J'ai dû revivre chaque moment terrible, la tension croissante dans la voiture, l'ordre soudain de ma mère de s'arrêter, les mains de mon père dans mes cheveux. Plusieurs jurés ont détourné le regard lorsque j'ai décrit avoir vu les sièges auto de mes bébés voler dans les airs. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit à ce moment-là? A demandé doucement Angela. Qu'ils allaient mourir, ai-je dit, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. Que j'avais échoué à les protéger. Que c'était ainsi que leur histoire se terminerait avant même d'avoir commencé. Le contre-interrogatoire a été brutal. L'avocat de ma mère, un homme mielleux nommé Gerald Hartford, a tenté de me faire passer pour une hystérique peu fiable. Il a remis en question chaque détail de mon récit, suggérant que j'avais exagéré ou inventé des éléments. N'est-il pas vrai que vous avez des antécédents de comportement en quête d'attention, a-t-il demandé. Non, ai-je dit fermement. Mais vous avez été traité pour dépression, n'est-ce pas? Après des années de violence et d'isolement, oui. Mon thérapeute m'a diagnostiqué un TSPT dû à la violence domestique. Donc, vous admettez avoir des problèmes de santé mentale? Vincent a objecté avant que je puisse répondre. L'avocat tente de stigmatiser le traitement de la santé mentale. La témoin a cherché des soins appropriés pour un traumatisme, ce qui démontre sa responsabilité, et non son instabilité. Le juge a retenu l'objection, mais Gérald avait semé le doute. C'est ainsi que ces choses fonctionnent. On ne peut pas faire sonner une cloche. Quand Georges a témoigné, tout a changé. C'était un postier à la retraite, grand-père de 5 enfants, sans aucun lien avec moi ou ma famille. Il n'avait rien à gagner à mentir. Angela lui a demandé de décrire ce qu'il avait vu. Je conduisais à environ 2 longueurs de voiture derrière eux, a expliqué Georges. Le temps était exécrable, alors je faisais attention. J'ai vu le véhicule ralentir sur le bas-côté, puis repartir. Ensuite, j'ai vu la porte arrière s'ouvrir et quelqu'un tomber sur la route. Qu'avez-vous fait? J'ai ralenti, pensant que je devrais peut-être m'arrêter pour aider. Mais avant que je puisse me garer, j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac.
J'ai vu une femme se pencher par la fenêtre passager et jeter ce qui ressemblait à un siège auto pour bébé. La salle d'audience a explosé. Le juge a dû appeler au calme. Ma mère pleurait, mais ce n'était pas des larmes de remords. C'étaient des larmes d'apitoiement. Georges a continué, décrivant comment il avait vu le deuxième siège auto être jeté, comment il m'avait vu me relever en titubant et rassembler mes bébés. Il a expliqué qu'il s'était arrêté brièvement, mais que j'étais tellement concentrée sur mes enfants que je ne l'avais pas remarqué. Il m'avait suivi pour s'assurer que j'atteignais un lieu sûr, restant assez loin pour ne pas me sentir menacée. « Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police immédiatement ?» a demandé Angela. « Mon téléphone était déchargé », a dit Georges. Mais je me suis assurée qu'elle arrive à cette station-service, puis je suis rentrée chez moi et j'ai rechargé mon téléphone. Quand j'ai vu le reportage le lendemain sur une femme et des jumeaux trouvés sur l'autoroute, j'ai su que je devais me manifester. Gérald a tenté de trouver des failles dans le témoignage de Georges lors du contre-interrogatoire, suggérant que sa mémoire pouvait être défaillante ou qu'il n'avait pas bien vu à travers la pluie. Mais Georges est resté ferme, son récit n'a jamais vacillé. Le témoignage de Barbara a fait pleurer plusieurs jurés. Elle a décrit l'état dans lequel j'étais lorsque je suis arrivée en titubant dans cette station-service, trempée jusqu'aux os, saignant, mon épaule visiblement démise, serrant deux nourrissons hurlant. Elle avait gardé la serviette dans laquelle elle nous avait enveloppés, qui avait été versée au dossier. Elle était encore tachée de sang et de boue. « Je travaille dans le secteur de la santé depuis 30 ans, a déclaré Barbara. J'ai vu beaucoup de traumatismes, mais je n'ai jamais vu une mère aussi brisée et pourtant si déterminée. Elle tenait à peine debout, mais elle ne voulait pas lâcher ses bébés. Elle n'arrêtait pas de répéter « Je dois les garder en sécurité ». La défense a ensuite appelé ses témoins. Ils ont fait venir des amis de l'église qui ont témoigné que mes parents étaient des piliers de la communauté. Ils ont appelé les associés de mon père qui ont parlé de son intégrité et de sa générosité. Ils ont même appelé Kenneth, ce qui s'est avéré être une erreur monumentale. Kenneth s'est présenté à la barre dans un costume coûteux, les cheveux parfaitement coiffés, ayant l'air du parfait homme d'affaires qu'il prétendait être. Il a dépeint un tableau de notre mariage qui n'avait aucun rapport avec la réalité. Selon lui, j'avais été une épouse instable qui cherchait constamment la dispute et portait de fausses accusations. Elle menaçait toujours de partir, a dit Kenneth d'une voix douce. Toujours en prétendant que je l'avais blessée alors que je n'avais jamais levé la main sur elle. Je pense qu'elle aimait le drame, l'attention que cela lui apportait. Le contre-interrogatoire de Vincent a été magistral. Il a commencé doucement, interrogeant Kenneth sur son éducation, sa carrière, ses relations précédentes. Kenneth s'est détendu, pensant s'en être tiré avec ses mensonges. Puis Vincent a sorti un rapport de police du Connecticut, datant de 8 ans avant que je ne rencontre Kenneth. Une femme nommée Patricia Dunn avait porté plainte contre lui pour agression. L'affaire avait été classée lorsque Patricia avait soudainement déménagé. « Vous souvenez-vous de Patricia Dunn ?» a demandé Vincent. Le visage de Kenneth a blêmi. C'était un malentendu. Un malentendu qui l'a conduite à l'hôpital avec une mâchoire fracturée ? Elle a retiré sa plainte. Il a été prouvé que c'était faux. En fait, a dit Vincent, sortant un autre document, les charges ont été abandonnées parce que Madame Dunn avait trop peur de témoigner. Mais j'ai ici les dossiers de l'hôpital qui documentent ses blessures. Voulez-vous que je les lise au jury ? Kenneth a bafouillé, son assurance s'effondrant. Vincent n'a pas lâché prise. Il a produit des preuves de 3 autres femmes qui avaient obtenu des ordonnances restrictives contre Kenneth dans différents États. Il a montré des dossiers médicaux de mon mariage documentant des blessures que Kenneth prétendait n'avoir jamais infligées. Quand Vincent a eu fini, Kenneth ressemblait exactement à ce qu'il était, un agresseur en série qui avait enfin été démasqué. Les dommages à la défense de mes parents étaient catastrophiques. Ils avaient misé une partie de leur crédibilité sur le témoignage de Kenneth, et Vincent l'avait démoli. L'équipe de défense de mes parents a tenté de se rattraper. Vanessa a témoigné et a prétendu qu'elle avait suivi les ordres de nos parents, qu'elle avait eu peur de leur désobéir. Elle a beaucoup pleuré, mais ses larmes semblaient jouer. Plusieurs jurés semblaient ouvertement sceptiques. La réfutation de l'accusation a été dévastatrice.
Angela a appelé un psychologue légiste qui avait évalué les 3 accusés. Le docteur Patricia Walsh a expliqué que leurs actions démontraient une préméditation et une intention, et non une décision prise sous le coup de l'émotion. La décision de retirer une mère en postpartum et des nourrissons d'un véhicule pendant une forte tempête à des kilomètres de toute sortie démontre une intention claire de nuire, a témoigné le docteur Walsh. Ce n'était pas une action impulsive. Ils ont eu plusieurs occasions de reconsidérer leur décision. Ils ont choisi de mettre ses vies en danger. Le jury a délibéré pendant 6 heures. À leur retour, ils ont déclaré mes parents et Vanessa coupables de tous les chefs d'accusation. Ma mère s'est effondrée sur son siège. Mon père regardait droit devant lui, sans expression. Vanessa pleurait de façon théâtrale, mais personne dans cette salle d'audience n'éprouvait de sympathie pour elle. La sentence a été prononcée 2 mois plus tard. Mon père a été condamné à 4 ans de prison. Ma mère à 3 ans. Vanessa, parce qu'elle avait conduit le véhicule et participé à l'agression, a été condamnée à 5 ans. La juge a été particulièrement sévère dans ses remarques. Ce que vous avez fait à votre fille et à vos petits-enfants représente un niveau de cruauté que je vois rarement dans ma salle d'audience, a-t-elle déclaré. Vous avez fait passer votre fierté et votre statut social avant la vie de 3 personnes sans défense. Vous purgerez chaque jour de votre peine. L'affaire civile s'est réglée peu de temps après. Les actifs de mes parents étaient considérables et Vincent a négocié un accord qui assurerait la sécurité financière pour moi et les jumeaux pendant des années. Ils ont liquidé leur maison, leurs économies, leurs comptes de retraite. Lorsque tout a été réglé, j'avais assez d'argent pour acheter une maison modeste, terminer mes études et commencer un fonds universitaire pour Emma et Lucas. Les négociations de l'accord avaient été tendues. Les avocats de mes parents avaient initialement offert ce qu'ils pensaient clairement être généreux, assez pour couvrir les frais médicaux et un petit coussin. Vincent leur avait ri au nez. Vos clients ont jeté une femme en postpartum et 2 nouveau-nés d'un véhicule en mouvement pendant une tempête, avait-il dit froidement lors d'une séance de négociation. Ils risquent la prison et ont été reconnus coupables de multiples crimes. Ils ont de la chance que nous soyons même disposés à régler l'affaire civile plutôt que de poursuivre pour obtenir des dommages et intérêts maximaux au procès. Le montant final de l'accord était suffisamment important pour que je n'ai plus jamais à m'inquiéter d'avoir un toit au-dessus de nos têtes ou de la nourriture sur la table. Il comprenait des paiements pour la douleur et la souffrance, la détresse émotionnelle, les futurs frais de thérapie pour moi et les jumeaux, ainsi que des dommages-intérêts punitifs. Mes parents ont dû tout vendre, la maison où j'avais grandi, leur propriété de vacances à la montagne, même la collection de bijoux de ma mère. Une partie de moi ressentait une satisfaction tordue en les voyant tout perdre. Mais surtout, je me sentais juste vide. Ce n'était pas la victoire que j'avais voulu. J'avais voulu des parents qui m'aimaient, qui m'avaient choisi, moi et mes enfants, plutôt que leur fierté. Au lieu de cela, j'ai eu de l'argent et une justification légale. Cela semblait creux. J'ai changé nos noms légalement, coupant tous les liens avec ma famille de naissance. Je suis devenu quelqu'un de nouveau, de plus fort. J'ai terminé mes études en ligne pendant que les jumeaux grandissaient. J'ai monté une entreprise de graphisme en freelance florissante, finissant par embaucher d'autres designers et me développer en une agence à part entière. Emma et Lucas ne savaient rien de leur traumatisme précoce. Je leur ai raconté des versions adaptées à leur âge de notre histoire à mesure qu'ils grandissaient, mais je ne les ai jamais remplis de haine pour la famille qui nous avait abandonnés. Je voulais qu'ils comprennent que certaines personnes sont incapables d'aimer correctement, que parfois, s'éloigner est le choix le plus fort que l'on puisse faire. Barbara est restée une présence constante dans nos vies. Elle est devenue grand-mère Barbara, la grand-mère de substitution des jumeaux, et ma mère adoptive. Elle m'a appris à quoi ressemblait une vraie famille. Pas parfaite, mais aimante. Pas toujours facile, mais toujours présente. 5 ans ont passé. Emma et Lucas ont commencé la maternelle. Mon entreprise prospérait. Nous vivions dans une maison confortable dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. J'avais même recommencé à sortir avec des hommes, avec prudence, ayant appris à reconnaître les signaux d'alarme très tôt. Puis un soir, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé ma mère sur mon porche.
Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière fois que je l'avais vue, ses cheveux étaient complètement gris maintenant, son visage ridé par l'épuisement. La prison ne l'avait pas épargnée. « S'il te plaît, dit-elle doucement. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Je suis restée sur le seuil, figée. Chaque instinct me hurlait de lui claquer la porte au nez, mais la curiosité l'a emporté. Je suis sortie, refermant la porte derrière moi. Je ne la laisserai pas entrer dans ma maison, dans le sanctuaire que j'avais construit pour mes enfants. Vous avez 5 minutes, ai-je dit froidement. Je suis tellement désolée. Des larmes coulaient sur son visage. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que rien ne sera jamais suffisant, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolée. La prison m'a donné beaucoup de temps pour réfléchir, pour réaliser ce que j'avais fait. J'ai tout détruit à cause de ma fierté. Votre fierté a failli tuer mes enfants, ai-je dit platement. Votre fierté a tué toute chance d'avoir une relation avec eux. Que voulez-vous, maman? Je veux connaître mes petits-enfants. Je veux essayer de me racheter. Ton père est malade. Un cancer. Il lui reste peut-être 6 mois. Il veut te voir avant de mourir. J'ai ri. Un son dur, dénué d'humour. Il veut me voir? Après tout ça? Dites-lui que j'ai dit non. S'il te plaît. Je sais que nous ne méritons pas ton pardon, mais il est mourant. Ne peux-tu pas trouver dans ton cœur? Où était votre cœur, cette nuit-là, ai-je interrompu? Où était votre compassion quand vous avez jeté mes bébés dans un fossé? Où était votre pitié quand je vous ai supplié d'arrêter? Elle n'avait pas de réponse. Elle est restée là à pleurer, ses épaules secouées de sanglots qui me laissaient de marbre. Vous m'avez appris une leçon importante cette nuit-là, ai-je continué. Vous m'avez appris que la biologie ne fait pas une famille. L'amour fait une famille. Être présent fait une famille. Vous, papa et Vanessa, vous avez échoué à la condition la plus élémentaire d'une famille. Vous avez choisi votre image plutôt que votre propre chair et votre propre sang. Je sais, a-t-elle murmuré. Je sais, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Bien, ai-je dit simplement. Vous devriez. Maintenant, quitter ma propriété avant que j'appelle la police pour violation de l'ordonnance restrictive qui est toujours en vigueur. Ses yeux se sont agrandis. S'il te plaît, laisse-moi juste les voir un instant. Juste voir Emma et Lucas. Je ne leur parlerai même pas. Je veux juste voir qu'ils vont bien. Ils vont plus que bien, lui ai-je dit. Ils s'épanouissent. Ce sont des enfants heureux, en bonne santé, aimés, qui ne savent rien de vous. Ils ont une grand-mère qui est là pour eux, qui les aime inconditionnellement, qui ne rêverait jamais de leur faire du mal. Ils n'ont pas besoin de vous. Je suis leur vraie grand-mère, a-t-elle protesté faiblement. Non, l'ai-je corrigé. Vous êtes la femme qui les a jetés. Barbara est leur vraie grand-mère. C'est elle qui a mérité ce titre. Le visage de ma mère s'est décomposé. Ton père veut te laisser de l'argent. Son assurance vie, sa pension, tout. Il veut subvenir aux besoins des jumeaux. Je ne veux pas de son argent, ai-je dit. Gardez-le. Donnez-le. Je m'en fiche. Je ne veux rien de vous, sauf que vous restiez loin de nous. Ta sœur veut s'excuser aussi. Elle a essayé. Elle est en liberté conditionnelle. Elle a changé. Nous avons tous changé. J'espère que c'est vrai, ai-je dit, honnêtement. J'espère que vous êtes devenus de meilleures personnes. Mais cela ne veut pas dire que je dois vous laisser revenir dans nos vies. Vous avez fait votre choix cette nuit-là dans la tempête. Maintenant, vivez avec les conséquences. Je suis rentrée et j'ai fermé la porte. J'ai regardé par la fenêtre ma mère rester sur mon porche pendant plusieurs minutes avant de finalement s'éloigner. Je n'ai ressenti aucun triomphe en la renvoyant, mais je n'ai ressenti aucun regret non plus. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. Mon père est mort 3 mois plus tard. Je n'ai pas assisté aux funérailles. J'ai reçu une lettre de son avocat m'informant que malgré mon refus, il avait laissé tout son patrimoine à Emma et Lucas en fiducie. L'argent serait à eux à leurs 18 ans.
Je ne pouvais pas le refuser en leur nom, mais je me suis assuré qu'il aille sur des comptes auxquels je ne pouvais pas accéder. S'ils voulaient le rejeter une fois adulte, ce serait leur choix. Vanessa s'est présentée à mon bureau 1 an après la visite de ma mère. Ma réceptionniste l'a renvoyée, mais elle a laissé une lettre. J'ai hésité à la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a finalement emportée. La lettre était pleine d'excuses et d'explications. Elle avait été endoctrinée par nos parents, écrivait-elle. Elle avait été tellement obsédée par l'idée d'être la fille parfaite qu'elle avait perdu son humanité. La prison l'avait brisée, reconstruite, lui avait fait voir clair pour la première fois. Elle ne demandait pas le pardon, juste que je sache qu'elle regrettait tout. Je lui ai répondu une fois, par un court email. Je crois que tu le regrettes. Je crois que la prison t'a changé. Mais cela ne m'oblige pas à te pardonner ou à t'autoriser dans ma vie. J'espère que tu trouveras la paix, mais tu ne la trouveras pas avec moi. Elle n'a pas répondu, et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Ma mère a essayé encore quelques fois au fil des ans, toujours par lettre, ne se présentant plus jamais en personne. Je les ai toutes lues, mais je n'ai jamais répondu. Finalement, elles ont cessé d'arriver. Emma et Lucas sont maintenant des adolescents, brillants, drôles et gentils. Ils connaissent les faits de base de ce qui s'est passé quand ils étaient bébés, mais c'est de l'histoire ancienne pour eux. Ils ne peuvent pas imaginer être liés à des personnes capables d'une telle cruauté. Parfois, je les surprends à me regarder avec une expression d'admiration, étonnée que j'ai survécu à ce que j'ai traversé. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, maman, m'a dit Emma pour mon anniversaire l'année dernière. Je l'ai serré fort dans mes bras, respirant l'odeur de son shampoing, sentant la chaleur solide de sa présence. Je ne suis forte que parce que je vous avais, toi et Lucas, pour qui être forte. Les gens me demandent parfois si je regrette de ne pas avoir pardonné à ma famille. Ils évoquent des platitudes sur le fait que le pardon est pour celui qui pardonne, que s'accrocher à la colère ne fait que se blesser soi-même, sur l'importance de la famille. J'écoute poliment, puis j'explique que le pardon n'est pas obligatoire. Certaines actions sont impardonnables, et c'est ainsi. Je ne passe pas mes journées consumées par la rage ou l'amertume. J'ai construit une vie magnifique malgré ce qui s'est passé, pas parce que j'ai pardonné. J'ai réussi en dépit d'eux, pas grâce à une réconciliation avec eux. Ma paix est venue de la création de ma propre famille, de ma propre définition de l'amour, de ma propre compréhension de ce que les gens méritent les uns des autres. Barbara a 80 ans maintenant, toujours aussi vive d'esprit, toujours présente à chaque pièce de théâtre de l'école, match de football et fête d'anniversaire. Elle est la grand-mère que mes enfants méritaient, la mère dont j'avais besoin. Quand les gens nous voient ensemble, ils ne remettent jamais en question notre relation. L'amour est visible d'une manière que la biologie ne le sera jamais. Mon entreprise emploie maintenant 12 personnes. Je me suis fait un nom dans le secteur, j'ai gagné des prix, j'ai construit quelque chose dont je suis fière. Je sors avec des hommes de temps en temps, bien que je ne sois pas pressée de me remarier. Mes enfants sont ma priorité, et tout partenaire que je choisirai devra comprendre cela. Parfois, tard dans la nuit, quand la maison est calme et que les jumeaux dorment, je pense à cette nuit dans la tempête. Je me souviens de la sensation de la pluie sur mon visage, du poids de ces sièges auto dans mes bras, de la certitude absolue que je pourrais ne pas survivre. Et puis je regarde autour de moi la vie que j'ai créée, la sécurité, la chaleur et l'amour qui remplissent chaque recoin de cette maison. Et je sais que j'ai réussi. Je n'ai pas seulement survécu à cette nuit. J'ai gagné. Pas parce que ma famille a subi des conséquences, bien que ce fût le cas. Pas parce que j'ai obtenu une compensation financière, bien que ce fût le cas. J'ai gagné parce que j'ai refusé de laisser leur cruauté me définir. J'ai gagné parce que j'ai choisi d'être meilleur qu'eux, d'aimer plus férocement, de construire au lieu de détruire. Mes enfants ne sauront jamais ce que c'est que d'être abandonnés par les personnes qui devraient les protéger. Ils ne se demanderont jamais s'ils sont dignes d'amour. Ils grandiront en sachant que la famille est quelque chose que l'on crée par le choix et l'engagement, pas quelque chose avec lequel on est coincé par les hasards de la naissance. Et si ma famille biologique est quelque part, pleine de regrets, vivant avec la connaissance de ce qu'elle a perdu, c'est leur fardeau à porter, pas le mien. J'ai de meilleures choses à faire que de gaspiller mon énergie avec des gens qui m'ont jeté.
J'ai une vie à vivre, des enfants à élever et un avenir à construire. La tempête est passée depuis longtemps.